bonjour à tous, hein. Je crois que je vais commencer parce que j'aperçois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes sur les 9 qui m'accueillent aujourd'hui. Donc, je pense que la 9e classe nous rejoindra. Alors, c'est une drôle de situation de vous rencontrer tous ensemble et en même temps, vous n'êtes pas au même endroit. Donc là, on peut se dire que déjà, cette histoire-là qu'on est en train de vivre, il y a un petit côté un peu mythologique là quand même. On va tous se mettre des ailes. Alors moi déjà, j'ai traversé la France avant de démarrer pour regarder d'où vous veniez. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien d'abord? Ça marche pour tout le monde? Ah ben voilà, je vois la dernière classe qui arrive. Je crois que la dernière classe se connecte. C'est bon pour tout le monde? Ouais, je vois des... Oui, le son, c'est bon. Oui. Donc, j'ai vu déjà que je vais partir à l'Est. Alors, il y a... Je dis ça pour vous tous, hein. On traverse la France. Il y a 2 écoles qui sont à l'Est. L'école du Val-de-Made, l'institutrice, c'est Aurélie, en Meurthe-et-Moselle. Est-ce que c'est laquelle? Levez la main, que je vois qui c'est. C'est vous? D'accord, très bien. Ensuite, toujours dans l'Est, il y a l'école de la Chapelle en Moselle. Alors, l'institutrice, c'est Myriam. Voilà, d'accord. Alors, on va de l'autre côté de la France, on va à l'Ouest. Et alors, à l'Ouest, il y a du monde, hein. Et en plus, toutes les écoles de l'Ouest sont un peu dans le même coin. Alors, j'ai l'école Michel Trégor de Caen. C'est aussi Aurélie, l'institutrice. Alors, c'est quelle école? C'est quelle classe? Ah, c'est peut-être ceux qu'on ne voit pas encore. L'école des Vikings de Berry. Ben, je ne vous vois pas, mais par contre... Charrier. D'accord. On a des petits problèmes de vidéo, mais ça va venir. D'accord, bon, l'essentiel, c'est que vous puissiez suivre. En tout cas, vous êtes là. Vous êtes là. Et l'école Colville à Dives-sur-Mer, l'institutrice, c'est Gaëlle. Ah ah. Bon. Alors, sinon, on descend carrément tout à fait dans le sud. On a 2 écoles dans le Tarn, en Occitanie. Alors, il y a les élèves de Laurence à l'école de l'Escou. Oui. Ah, c'est vous là-bas, d'accord, je vous ai vu. Et les élèves de Stéphanie à l'école Marcel Pagnol de Saint-Sulpice-la-Pointe. D'accord. Ok. Bon, allez, je remonte un peu. Il y a une école dans le centre-ouest, à Poitiers, l'école Montmidi, les élèves de Frédéric. Voilà, je vous vois. Très bien. Et puis ceux qui sont le plus près de moi, dans l'Essonne, hein, c'est à peu près 30 bornes d'ici, je crois, l'école Alain Savary de Vers-le-Petit, les élèves de Luc. Voilà, on est presque à côté, hein. Ok, bon, ben donc du coup, j'ai tout le monde là. Alors, on y va. Alors, avant de commencer, comme certains d'entre vous, vous fréquentez Hermès, d'autres vous fréquentez Ulysse et d'autres vous fréquentez Thésée, eh ben, je vais commencer par vous lire Artémis. Comme ça, je suis sûre que personne ne l'aura lu. Je vous lis un épisode, le premier. C'est bien qu'il faut toujours commencer par le premier. Premier épisode où l'on assiste à une naissance bien difficile. Le soleil se levait à peine quand Leto ouvrit les yeux. Elle posa un regard inquiet sur le paysage qui l'entourait. Rien qu'une terre plate, battue par les vents. Elle était seule sur cette île déserte et caillouteuse. Elle sentit soudain une légère vibration sous les paumes de ses mains. Était-ce l'île qui vibrait ou bien son propre corps? Elle avait eu si peur, oui, si peur quand l'affreux serpent Python l'avait pourchassée. Si peur jusqu'à ce que Borée, le dieu du vent du nord, la dépose sur cette île qui flottait sur l'océan comme un bateau. Instinctivement, la jeune femme posa les mains sur son ventre arrondi et elle sourit. Ce qui vibrait ainsi doucement n'était pas la terre, c'était l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Il donnait de petits coups de pied, de petits coups de poing, signe qu'il souhaitait voir le jour. Leto redressa lentement la tête. C'est alors qu'elle découvrit à quelques mètres d'elle le tronc élancé d'un immense palmier. D'où avait surgi cet arbre providentiel? Peu importait. Son ventre ondulait de manière toujours plus impérieuse. Elle rassembla ses forces, se releva et se dirigea vers l'arbre. Les larges feuilles du palmier lui offrirent une ombre protectrice. Elle enlaça le tronc de ses bras,
Et s'agrippant ainsi fermement, Leto commença à attendre Ilissi, la déesse des accouchements, qui l'aiderait à enfanter. Accrochée à son palmier, elle vit la nuit tomber. Puis un deuxième jour se lever. Ilissi n'était toujours pas apparu. La jeune femme se souvint de l'arrivée de Zeus dans sa vie. Le dieu des dieux avait su la séduire. Il avait tout fait pour la charmer, mais lorsqu'elle fut enceinte, les malheurs commencèrent à s'abattre sur elle. Héra, la femme de Zeus, la détestait et souhaitait sa mort, ainsi que celle de son bébé à naître. Les heures passaient. Le vent soufflait sans rafraîchir le front brûlant de Leto. Les douleurs de l'enfantement devinrent plus fortes. Tout près d'elle, une caille trottina. En voyant le petit oiseau qui tournait autour du palmier, Leto comprit qu'elle avait été déposée sur l'île flottante d'Ortygie, l'île aux cailles. « C'est bien, se dit-elle, les persécutions d'Héra ne peuvent m'atteindre ici. Elle a maudit toute terre qui m'accueillerait avec mon enfant. Mais une île flottante n'est pas une terre. » Pourtant, 8 jours et 8 nuits plus tard, l'enfant n'était toujours pas né. Leto était terriblement fatigué. La sueur lui coulait dans les yeux. Le soleil qui perçait à travers les palmes lui grillait la peau. Elle se mit à appeler « Mère Phébé, la grande titanide, viens à mon aide. Et vous, belle déesse de l'Olympe, portez-moi secours. J'attends ici la déesse des accouchements, mais elle ne vient pas. Que se passe-t-il » Entendant ces mots, toutes les déesses accoururent assister Leto. Seules 2 ne vinrent pas. Héra, bien entendu, mais surtout Ilissi, car usant d'une dernière ruse, Héra, qui était la mère d'Ilissi, la retenait dans une interminable conversation. Pour Leto, les douleurs de l'enfantement se faisaient chaque jour plus difficiles. Les déesses qui veillaient sur elle humectaient son visage régulièrement, lui faisant boire à petites gorgées de l'eau bienfaisante. Chacune savait que sans l'intervention d'Ilissi, Leto ne pourrait mettre au monde son enfant. « Zeus est un lâche !» soupira l'une. « C'est lui qui devrait amener Ilissi auprès de Leto. » « Et si nous arrivions à attirer l'attention d'Ilissi, suggéra une autre. Il faudrait la tenter. Tiens, pourquoi pas avec ce magnifique collier d'or et d'ambre, proposa une troisième en ôtant une de ses parures. Toutes se tournèrent vers Iris, la messagère des dieux. Celle-ci se drapa dans ses longs voiles arc-en-ciel, épousseta ses ailes dorées et partit pour l'Olympe, emportant avec elle le précieux collier. 9 jours et 9 nuits avaient passé depuis l'arrivée de Leto sur cette île perdue au milieu de l'océan, quand Iris revint avec la déesse chargée des naissances. Aidée par Ilissi, Leto mit enfin au monde une petite fille. C'était la nuit. Une lune bienveillante s'était levée lorsque le bébé sortit du ventre de sa mère. « Tu t'appelleras Artémis », murmura Leto dans un souffle. Rassurées par cette issue heureuse, les déesses repartirent à leurs occupations, laissant la mère seule avec son enfant. Leto prit Artémis dans les bras et se mit à chantonner doucement, d'une voix grave, juste pour elles deux. Énaphili, mono énaphili, un baiser, seulement un baiser. Puis elle embrassa l'enfant et la déposa doucement sur le sable au pied de l'arbre. Elle grignota quelques dattes que le palmier lui offrait généreusement, en souriant de bonheur. Le bébé ouvrait de grands yeux sur la nuit étoilée. C'est alors que Leto sentit son ventre onduler à nouveau. Soudain, elle perçut de nouveaux petits coups de pied, de nouveaux petits coups de poing. Pas de doute, la malheureuse n'avait pas fini son travail de mère. Un autre enfant s'agitait dans son ventre, réclamant lui aussi de voir le jour. Et Ilissi était repartie. Comment allait-elle parvenir à mettre au monde seule le deuxième bébé? À suivre. Et oui, à suivre, hein, vous connaissez, puisque vous connaissez bien le système. Donc voilà. Alors, je remonte un peu ça parce que j'essaye de vous voir bien aussi. Voilà. Ça va? Bon. Alors, ce que j'ai fait, comme vous m'avez posé toutes vos questions par écrit, j'ai essayé de les rassembler et je vais essayer de répondre. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à répondre à tout le monde, mais certaines fois, vous posiez les mêmes questions et parfois, il y avait des questions plus surprenantes. Alors, j'ai essayé
d'abord, je vais vous répondre. Vous avez posé des questions sur mon métier d'écrivain. Vous m'avez posé des questions sur les feuilletons mythologiques. Vous m'avez posé des questions aussi sur la mythologie elle-même. Et puis, vous m'avez posé aussi des questions personnelles sur ma vie, sur comment je travaille, sur ce que je fais d'autre dans la vie. Voilà. Donc, on va essayer de... Ben, je vais essayer de répondre à tout ça dans l'ordre. Alors, c'est pas très pratique quand on peut pas vraiment échanger, mais au moins on est reliés, on va dire, hein, à défaut de pouvoir être dans votre classe en direct. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé, et c'est vrai qu'on me demande souvent ça, pourquoi j'ai choisi le métier d'écrivain. Alors, effectivement, et pourquoi pas autre chose? Il y a plein d'autres métiers très sympas, hein. Peut-être que simplement, le métier d'écrivain, c'est aussi parce que j'avais des choses à dire. J'ai toujours des choses à dire, hein. Je suis assez bavarde, vous allez voir. Mais je n'avais pas d'autre mode d'expression que les mots. Et donc, je ne pouvais pas, vous voyez, faire de la musique ou peindre ou danser, sauf toute seule dans ma salle de bain quand je chante. Mais voilà, donc ce n'était pas les métiers, ça. Par contre, ce que j'avais à dire, je pensais pouvoir passer par les mots. Et puis, moi, quand j'étais petite, ça répond à d'autres questions aussi que vous m'avez posées, mais je crois que c'est tout à fait important. Quand j'avais votre âge, j'ai eu la chance de rencontrer des livres, et des bons livres. Et je dis que j'ai eu la chance parce que quand j'étais petite, c'est il y a longtemps, il n'y avait pas autant de magnifiques livres de littérature de jeunesse comme vous avez aujourd'hui. Il y avait peu de bibliothèques par rapport à aujourd'hui. Voilà. Donc moi, j'ai eu cette chance-là, et tant mieux. Parce que en lisant tous les livres que je lisais quand j'avais votre âge, ce que j'ignorais, euh, mais c'est que c'était comme si je prenais des petits cailloux que j'allais poser sur un chemin. Et, euh, et en fait, les livres que vous lisez quand vous êtes petit, ils vous accompagnent toute votre vie. Euh, moi, je sentais par contre que j'aurais peut-être pas dit ça comme ça quand j'étais petite, mais que finalement, quand je rentrais dans la peau d'un personnage que je n'étais pas, eh bien, ça me permettait de voir le monde autrement qu'avec mes propres yeux. Et c'était vraiment non seulement voyager, mais plus que ça. Euh, Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, on croit toujours qu'on a raison sur tout, hein, et puis on voit toujours les choses avec son propre regard ou éventuellement celui de sa famille, comme pensent ses parents, peut-être parfois comme pense sa maîtresse ou son maître. Mais en fait, on n'a pas tant que ça l'occasion de se mettre à la place des autres et de comprendre ce que les autres pensent. Et il y a une occasion merveilleuse, formidable, c'est de lire des livres. Et donc, quand on est petit, comme quand on est grand, mais finalement, qu'est-ce que c'est que lire un livre? C'est sortir de soi et se mettre à côté de soi, faire un petit pas à côté et regarder le monde avec les yeux de quelqu'un qu'on n'est pas. Donc ça, c'est magnifique, c'est ce qui fait grandir. Enfin, ce qui fait grandir tout le monde. Bon, alors je reviens à la question, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier? Eh bien, peut-être parce que justement, j'ai tellement senti et je sens encore aujourd'hui que les livres m'apportent des choses précieuses qui me font grandir encore, on grandit toute sa vie, hein. Je me suis dit, bah, peut-être qu'à mon tour de le faire. Alors, la question que vous ne m'avez pas posée, vous allez voir, j'ai une liste comme ça de questions que vous m'avez posées et je vais en trouver que vous ne m'avez pas posées. Mais c'est pourquoi j'écris pour les enfants, hein, parce que j'écris pas que pour les enfants, mais beaucoup pour vous. Et je me suis quand même posé cette question, et tout simplement parce que je pense que quand on écrit un bon livre pour les enfants, il est bon pour les adultes. L'inverse n'est pas vrai. Et aussi que le public des jeunes, c'est celui enfin, qui procure un plaisir et qui a un retour. C'est-à-dire que vous revenez vers moi quand vous aimez pas, vous le dites, et on ne fait pas semblant quand on travaille avec des jeunes. Voilà, donc moi j'aime bien cette relation-là aussi. Alors, euh, bon, dans le même registre, dans les questions que j'ai reçues, on me demande aussi pourquoi j'écris des romans et pourquoi, par exemple, je ne fais pas de bande dessinée. Alors, eh ben voilà, je savais que j'oubliais de prendre quelque chose dans mon bureau, dans mon autre bureau, de l'autre côté. Et ben la bande dessinée, j'en ai fait une. Voilà, je viens d'en faire une. Mais j'en ai fait une, c'est l'adaptation d'un autre livre que j'ai écrit sur Victor Hugo, qui s'appelle Victor Hugo dit non à la peine de mort. Mais je fais une bande dessinée avec un illustrateur. C'est lui qui fait le scénario et qui fait les images. Donc pourquoi moi je fais des romans et pas des BD? Eh bien simplement parce que je ne sais pas dessiner. Alors maintenant, vous savez, une bande dessinée, il faut souvent être deux. Des fois, l'illustrateur fait lui-même le texte et l'histoire, et des fois, on est deux. Donc, mais moi, j'ai rien contre la bande dessinée, pour celui qui m'a posé cette question. Alors, on me demande aussi, vous aimez savoir, si j'ai toujours voulu être autrice. Donc,
Et ça, c'est Bianca qui m'a demandé ça, j'ai vu. Et aussi à l'école du Val-de-Marne, quelqu'un qui me dit est-ce que c'était le métier que vous vouliez faire étant petite? Et ben, quand j'étais petite, j'ai jamais imaginé que je pouvais être écrivain. Je pensais peut-être que c'était des gens tellement loin de moi. J'habitais dans une petite ville de province. J'étais donc pas à Paris. Mes parents n'étaient pas du tout dans le milieu de la littérature. Et je faisais bien la différence entre les écrivains morts, je sais pas moi, Victor Hugo, Balzac, et les grands écrivains d'autrefois, et puis ceux qui étaient vivants aujourd'hui, mais je n'imaginais même pas que ça pouvait être mon tour. J'écrivais des histoires, par contre. Ou plus exactement, je racontais des histoires. Et puis, je les inventais, je les imaginais. Et puis, ma mère, un jour, m'a dit tu voudrais pas les écrire, tes histoires, hein? Alors, peut-être qu'elle était saoulée, hein, parce que je parlais beaucoup déjà, mais parfois, il suffit que quelqu'un vous donne le petit coup de pouce. Donc, moi, ma première histoire, je l'ai écrite, j'avais 7 ans. Mais ce n'est pas une histoire qu'on pouvait publier, hein. C'est juste que des fois, même souvent, on a intérêt à écrire. Et je sais que parmi vous, il y en a forcément qui écrivent. Il y en a forcément qui écrivent déjà. Et ouais, je vois même des mains qui se lèvent. Et ben voilà. Donc il faut continuer. Et il ne faut pas se dire, j'en vois dans toutes les classes, c'est formidable ça. Et il ne faut surtout pas se dire que c'est un passe-temps ou un loisir seulement. Des fois, c'est bien. Et puis, tout le monde écrit, hein, parce que, bon, d'abord, il y en a qui écrivent leur journal intime. Là, vous écrivez simplement pour vous, ou bien pour votre meilleur ami. Vous pouvez écrire des lettres, vous écrivez des SMS aussi, vous écrivez des tas de choses. Je vous vois. Mais en même temps, je pense aussi que c'est bien d'écrire en passant à quelqu'un. En l'occurrence, moi, j'écris en pensant à vous. Euh, donc voilà. Alors, pour revenir à la question, quand j'étais petite, non, je ne pensais pas du tout être écrivain. Euh, alors, qu'est-ce que vous m'avez demandé encore? Ah, bon, vous me demandez si j'écris mes livres à l'ordinateur. Hein, je sais que c'est une question qu'on me pose souvent, puis j'adorerais vous répondre que j'écris encore avec une plume trempée dans un encrier. Vous savez, c'est tellement plus romantique, c'est tellement plus beau. Mais non, j'écris bien à l'ordinateur. Aujourd'hui, vous savez tous à peu près utiliser un ordinateur. Ben, vous savez que quand on tape un texte, quelque chose, et qu'on a fait une faute, on peut la corriger. Quand on change d'avis, on peut l'effacer. D'accord? Bon. Eh bien, quand... Alors, vous, je vous vois dedans, mais je vous vois quand même, hein, les élèves d'Aurélie. Donc, en fait, quand on écrit sur un ordinateur, bah, le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est que du coup, on peut plus facilement corriger, réécrire, modifier. Et alors, ça m'amène à une autre de vos questions. Vous m'avez posé des questions sur mon inspiration. Alors, je ne sais pas très bien comment vous imaginez l'inspiration. Vous pensez que je m'assois sous un arbre et que j'attends que ça tombe du ciel? Parce que l'inspiration, bon, il en faut un petit peu, mais il faut surtout beaucoup de transpiration quand on est écrivain. Vous savez pourquoi je dis ça? Transpiration, parce qu'il y a un effort, parce qu'il y a du travail, et parce qu'on passe plus de temps à corriger, à modifier, à réécrire. Eh oui, c'est. Alors dans ce cas-là, un ordinateur, c'est utile. Mais c'est comme quand vous avez des travaux à faire, là, par exemple, tout ce que vous faites, même quand vous devez écrire des petites histoires ou simplement. C'est bien de faire un brouillon. Je ne sais pas si vous en faites forcément, mais c'est mieux quand même. Hein. Ce n'est pas le premier jet qui est le meilleur. Hein. Voilà, donc pour ça, franchement, bon. Euh, alors, on me demande aussi, ah oui, ça c'est encore autre chose. Ça c'est bon. Euh, depuis combien de temps je suis autrice? J'ai publié mon premier livre il y a, alors attendez, je ne suis pas bonne en mathématiques, mais vous devez être meilleur que moi. Donc, mon premier roman, je crois que je l'ai sorti, lui. J'ai oublié la nouvelle bande dessinée, mais... Alors, il n'était pas comme ça, hein, il a été republié depuis. Ça, c'est mon premier roman. C'est un roman pour les adolescents. Et sa première édition, c'est 1999, au XXe siècle. Vous imaginez ça? Donc, ça fait depuis
1999. J'avais même publié 1 ou 2 livres pour les adultes avant. Donc, ça fait très longtemps, hein, on est d'accord. Mais on ne compte pas les années. Hein. Bon. Alors, eh bien, tiens, la question de Naomi, elle va avec ce que je viens de vous montrer. Je vois que Naomi me demande si j'aime l'histoire. Et il y a une majuscule à histoire. Donc, pas l'histoire, raconter des histoires, ça, vu que vous me lisez, vous savez que j'aime ça, mais l'histoire de ce qui s'est passé avant. Bah oui. Et pourquoi j'aime l'histoire? Regardez mon premier roman, si vous avez reconnu, pour certains, sur la couverture, il y a une croix gammée, la croix des nazis. C'est un roman, tout est imaginaire, mais ça se passe quand les Allemands occupaient la France, quand il y avait l'Allemagne nazie qui occupait la France, donc en 1939-1945. J'ai écrit beaucoup de livres qui sont des choses imaginaires et qui se passent dans le passé, qui se passent dans l'histoire, pas seulement de France. Bien entendu, on reviendra tout à l'heure hein, sur l'Antiquité et les Grecs. Mais pourquoi? Parce que je pense que l'histoire a tout à nous apporter pour éclairer aujourd'hui. Mais je pense que si vous fréquentez les feuilletons mythologiques dans votre classe, vous avez déjà repéré que ce qui s'est passé avant, ça nous aide à mieux penser et mieux réfléchir pour aujourd'hui. Hein, donc le passé, c'est pas quelque chose d'ennuyeux, il suffit pas seulement de retenir des dates. Avec vos masques, vous êtes absolument... J'aurais dû mettre un masque pour être dans le lot, mais moi je suis toute seule dans mon bureau. Hein. Ça va? Vous... Bon. Ça fait bizarre hein, que ça soit moi qui parle toute seule, mais je parle pas toute seule vraiment, parce que je réponds à vos questions. Hein. On est d'accord. Hein. Bon, alors attendez, on va arriver au feuilleton mythologique, hein, parce que je vais juste prendre un petit peu de carburant. Alors, là, j'en ai des dizaines et des dizaines de vos questions. Hein. Mais alors là, bon, j'ai essayé de les organiser un petit peu. Bon, vous me demandez d'abord pourquoi j'écris sur la mythologie. Vous verrez tout à l'heure, j'y reviendrai que j'écris pas que sur la mythologie quand même. Hein. Mais pourquoi la mythologie? Mais en fait, si vous aimez la mythologie, il y en a carrément qui dansent dans la classe. Bon, ok. Alors, si vous aimez la mythologie, ben c'est sûrement pour les mêmes raisons que moi, j'imagine. Donc là, si on pouvait dialoguer, vous me diriez pourquoi vous aimez la mythologie. Je suppose que les aventures imaginaires, les dieux, les monstres, tout ça, ça fait parler l'imagination, on est d'accord. Ça nous emmène dans des endroits fabuleux, magiques, mais ça va plus loin que ça, la mythologie. Pourquoi on raconte encore aujourd'hui, des milliers d'années après, les mêmes histoires, écrites différemment, racontées différemment, mais quand même. Parce que ces histoires-là, en fait, eh bien, elles nous parlent, elles nous posent des questions sur nous, mais qui sont des questions qu'on se pose nous-mêmes. Donc moi, j'aime la mythologie depuis que j'ai votre âge. Hein. J'ai rencontré la mythologie grâce à un magnifique livre qui s'appelait Contes et légendes du monde grec et barbare. Et ça ne m'a jamais quitté. Simplement parce que on se pose quoi avec la mythologie? Ça répond aux questions pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi le bien, le mal et toutes ces choses-là. Et ça nous fait réfléchir et ça nous aide à voir clair. Donc bon, c'est une nourriture. Voilà. Au-delà du côté fabuleux, c'est une nourriture. Je suis sûre que ça vous arrive dans vos discussions, dans vos jeux, d'utiliser des choses qui viennent de la mythologie. Des fois, vous n'en rendez pas forcément compte, mais des fois, de manière très consciente. Ben voilà. Et puis des fois aussi, on a des émotions personnelles, on a des colères, on a des tristesses, on a des chagrins, on a des joies, et on se pose des questions sur ces émotions-là. Et ben, nos dieux de la mythologie et les personnages fabuleux, ils les ressentent. Hein. Si je donne un exemple, je vais en chercher un. Si vous prenez un exemple avec le labyrinthe, même ceux qui n'ont pas lu, qui ne sont pas en train de lire le feuilleton de Thésée, vous devez connaître le labyrinthe. A priori, hein. Bon. Le labyrinthe, c'est un endroit pour en sortir.
il faut quoi faire. Alors vous allez me dire, il faut chercher à droite, il faut chercher à gauche. Surtout quand on avance dans un labyrinthe, on se trouve au bout d'un moment devant une impasse, face à un mur. Alors on est obligé de quoi faire? De revenir sur ses pas pour retrouver son chemin. On est tout le temps obligé de revenir sur ses pas, sinon on ne sort pas d'un labyrinthe. Donc vous savez que Thésée, pour sortir du labyrinthe, lui en plus il se fera aider, mais quand vous êtes face dans cette figure-là, est-ce que c'est pas la même chose que quand vous cherchez par exemple à apprendre quelque chose à l'école? Vous ne pouvez pas savoir tout juste, tout de suite, puisque vous n'avez pas encore appris. Donc vous êtes bien obligé d'abord de vous tromper, de faire fausse route, de faire une erreur. Et quand vous avez fait une erreur, à ce moment-là, vous revenez sur vos pas. Donc vous effacez, vous recommencez. On est d'accord? Donc voilà, je vous vois tous. Donc, donc ça, c'est les raisons pour lesquelles j'ai choisi la mythologie. Alors ensuite, vous me demandez pourquoi j'ai choisi ces personnages. Et même quelqu'un m'a demandé pourquoi j'ai commencé par Hermès. Alors les personnages, ils ont des points communs, mes personnages, mes héros. Donc Hermès, c'est quoi? C'est un dieu messager. Il vole, il s'est volé. Il est voleur aussi d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il a comme arme? Prenez le temps de réfléchir. Hein. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Alors ceux qui s'occupent de Thésée, qu'est-ce qu'il a comme arme, Thésée? C'est Hermès. Pardon. Il a des bâtons avec des serpents. Un bâton avec des serpents. Un bâton avec un serpent. En fait, je ne sais pas qui m'a parlé là, mais j'ai entendu qu'il y a une classe qui a dit qui a parlé de son caducée, de son bâton avec son serpent. Hein. Voilà. Mais en fait, vous avez un peu tort, non? Parce que c'est pas son arme, c'est son symbole. Mais l'arme qui fait que Hermès se sort de toutes les situations, ben, c'est sa parole. Tout simplement parce que Hermès, il est très malin, il est aussi très curieux, mais que comment on se sort vraiment d'une situation, ben, c'est en parlant. Et puis c'est en réfléchissant. Et donc ça, c'est la même chose que ceux qui s'occupent d'Ulysse, hein, ceux qui lisent Ulysse là. Hein. Vous avez remarqué comment il s'en sort, Ulysse, des situations? Oui, la ruse, c'est ça. Ulysse aux 1000 ruses. Voilà. En fait, le point commun de tous mes personnages, c'est justement leur capacité à réfléchir, à parler, à imaginer, à être focusé. C'est pour ça que j'ai pris ce plan. Et il y a à l'école de l'ESCOU, non, c'est pas l'école de l'ESCOU. Ah oui, c'est Lisa, je ne sais plus dans quelle école elle est, qui me demande pourquoi les feuilletons sur les hommes racontent des histoires d'hommes qui voyagent, alors que le feuilleton d'Artémis ne raconte pas de voyage. Alors, je m'arrête 2 secondes là-dessus parce que Lisa, je ne sais pas si tu as lu le feuilleton d'Artémis en entier, mais elle voyage beaucoup quand même. Elle circule. Hein. C'est peut-être parce que tu es qu'au début que tu penses qu'elle ne voyage pas. Parce que tous mes personnages, effectivement, voyagent. Tous mes personnages ont une trajectoire. Et Artémis, elle va, elle vient, elle n'arrête pas de changer de lieu quand même. Hein. Donc, effectivement, un des points communs de ces personnages, c'est qu'ils voyagent. Et donc, en voyageant, c'est pas pour le plaisir, c'est juste parce que ça permet de découvrir et d'aller à la rencontre des autres. Donc, ces personnages-là, ils sont utiles aussi pour nous emmener d'un endroit à un autre. Alors, vous m'avez posé des questions aussi sur les images. Certains d'entre vous se demandaient si c'était moi qui les faisais. Donc, bien sûr que non. Encore une fois, hein, moi, si je faisais un dessin à peu près au niveau de maternelle, je pense. Alors,
pour le feuilleton d'Ulysse, il y a quelque chose de particulier puisque ce sont des images donc, de Sébastien Thibault. Sébastien Thibault, vous savez, il habite au Québec. C'est très, très loin d'ici. Mais quand même, il y a une des questions qu'on m'a posées aussi de savoir si je le connaissais. Et oui, bien sûr, je le connais personnellement. On ne peut pas travailler sur des livres comme ça sans être en fait en relation personnelle avec l'illustrateur. Alors, j'aperçois un feuilleton d'Artémis là-bas. Les images d'Artémis sont faites par Olivia Sautreuil. Hein, ceux qui n'ont pas vu les magnifiques images d'Olivia. Et le feuilleton d'Hermès, Jean-Manuel Duvivier, et vous voyez, ce n'est pas le même illustrateur, Jean-Manuel habite en Belgique, et ceux qui travaillent avec le feuilleton de Thésée, vous avez vu les très belles illustrations de Rémi Saillard, qui est en Alsace. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, justement, et qui est une vraie prouesse pour ces 4 magnifiques illustrateurs, c'est d'arriver à faire autant d'images. Vous imaginez que chaque livre, il y a à peu près 300 images, donc autant les petites et les grandes. Et effectivement, on travaille ensemble parce que, voilà, on a une relation partagée. Et puis, il y a les équipes de la maison d'édition, la direction artistique, les graphistes, enfin, tout le monde s'y met pour que ça ressemble le plus à quelque chose qui vous séduise. Voilà. Alors, du coup, ça m'amène à une autre question que vous m'avez posée, c'est de savoir si je travaille seule et avec qui j'ai travaillé. Ne faut pas imaginer l'écrivain comme quelqu'un enfermé dans sa tour d'ivoire et travaillant tout seul dans son coin. Non, on ne travaille pas seul. Au moment où on écrit, on peut être seul. Mais tout le travail qui se fait ne se résume pas à l'écriture. Donc déjà, en ce qui concerne les feuilletons mythologiques, si vous regardez au début des livres, vous avez le nom d'une directrice de collection, directrice littéraire. Elle s'appelle Marie-Agnès Vaudra. C'est avec elle que je travaille, c'est-à-dire c'est avec elle que j'échange, que je discute. C'est elle qui est la première à recevoir ce que j'écris, qui revient vers moi avec des commentaires, des corrections éventuelles, quand je me pose une question, mais est-ce que tu crois que là, ça fonctionne comme ça? C'est elle qui revient vers moi. Voilà. Donc déjà, on a toujours une relation avec son éditeur ou son directeur de collection, et c'est notre premier lecteur. Alors, moi, en plus, je suis mariée avec un écrivain, donc c'est aussi mon premier lecteur. C'est-à-dire que voilà, j'ai cet échange permanent. Moi, je relis ses livres avant qu'ils paraissent et il relit aussi ce que j'écris. On a besoin du regard de l'autre. Et du coup, cette question m'amène à vous dire aussi quelque chose d'important. J'ai vu beaucoup de mains tout à l'heure se lever quand j'ai dit « mais vous aussi, vous écrivez ». Et des fois, on me demande comment on fait pour écrire ou pour… Je crois que la première chose à laquelle vous devez penser, parce que moi, au bout de toutes ces années, c'est ce que j'ai toujours en tête, c'est j'écris quelque chose parce que je parle à quelqu'un, je m'adresse à quelqu'un. Et si vous faites lire ce que vous avez écrit comme histoire à un copain de votre classe ou à vos parents ou à que sais-je, et qu'il ne comprend pas ce que vous avez voulu dire, ce n'est pas lui qui est bête, c'est vous qui n'avez pas su le dire. Il faut recommencer. Donc, ce qui est important quand on est écrivain, c'est pour ça qu'on ne travaille pas seul, c'est le regard d'abord de l'autre, des premiers autres professionnels à qui vous faites lire. Et puis après, il y a tous les autres, ceux qui vont mettre en page, ceux qui vont faire des corrections pour enlever vos fautes d'orthographe. Il y a énormément de gens qui travaillent avec vous dans l'ombre, que vous ne voyez pas. Donc, c'est intéressant de réfléchir à ça, vous savez, quand vous avez un livre à la main. Alors, je vois que là, ça, c'est pas facile à dire. Vous me demandez combien de temps? J'ai remarqué d'ailleurs que vous me posez beaucoup de questions avec des chiffres, hein, mais vous n'êtes pas les seuls. Quand je peux aller dans les classes autrement que de parler par Zoom, on pose souvent des questions et combien de ceci et combien de cela. Et moi, je vous ai dit, les maths, c'est pas trop mon truc. Donc, les combien, je ne sais pas. Mais en plus, quand on dit combien de temps ça prend pour faire un feuilleton, à quel moment ça commence quand on fait un livre? Vous croyez que ça commence au moment où on écrit le premier mot sur l'ordinateur? Pas du tout. On fait un livre avant d'être comme ça sur l'ordinateur. Il est d'abord là, et même avant d'être là, il est là dans le ventre.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout ce temps où les personnages vont vous habiter, vont grandir, vont mûrir, vont aller jusqu'à votre tête, jusqu'au moment où vous allez en rêver. Et à ce moment-là, on peut vraiment... Enfin, moi, j'écris. Donc, du coup, je ne sais pas très bien vous dire combien de temps j'ai mis. Disons que j'ai mis moins de temps pour faire Artémis que pour faire Hermès, mais que j'ai jamais mis moins de 2 ans et c'est plutôt 3 ou 4 ans. Voilà. Donc, vous imaginez qu'on passe un bout de temps ensemble, mes personnages et moi. Voilà. Ah, et puis alors, on me demande toujours, ça c'est une drôle de question, hein. Vous me demandez toujours quel est mon préféré. Quel est mon livre préféré? Est-ce que vous avez demandé à votre maman quel était son enfant préféré? Et si vous lui demandé, vous voulez qu'elle vous dise vous, hein, mais qu'est-ce qu'elle va vous répondre en général? Elle va vous dire, oh, mais j'ai pas de préféré. Elle va dire, je vous aime tous autant. Alors, autant oui, mais par contre, si elle dit, je vous aime tous pareil, ça, c'est pas vrai. Parce qu'on ne peut pas aimer pareil, puisqu'on a chaque fois une histoire différente. Avec un enfant, comme avec un livre, c'est la même chose. Quand vous avez un premier livre, par exemple, le feuilleton d'Hermès, c'est le premier de la série, vous avez l'histoire d'une relation avec un aîné. C'est pas mon préféré, c'est juste mon aîné. Quand vous avez un dernier livre, Artémis, c'est la petite dernière. Alors, tant qu'elle n'avait pas trouvé ses lecteurs, je m'en occupais plus. C'est comme un enfant qui ne sait pas encore bien être autonome et marcher. C'est pas parce que je m'en occupais plus que je l'aimais plus. Et puis, alors, les deux au milieu, les cadets, il ne faut pas les oublier. Thésée, ensuite Ulysse. Ben, je me souviens par exemple, Ulysse, j'ai entièrement écrit Ulysse en Grèce. Je me souviens des conditions dans lesquelles je l'ai écrit, ce livre-là. Est-ce que pour autant, c'est mon préféré? Bien sûr que non. Donc moi, très sincèrement, je ne peux pas vous dire quel est mon préféré. Par contre, je pourrais vous parler longtemps, mais on ne va pas le faire parce que je vois l'heure qui passe, mais je pourrais vous parler longtemps de mon histoire avec chacun de mes livres. Et y compris quand l'histoire, elle est d'abord là et d'abord dans le ventre. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ah oui, Virgile me demande comment réussir à garder une cohérence entre toutes les histoires. J'ai bien aimé cette question parce que, en fait, Virgile, tu as un prénom prédestiné pour la mythologie, pardon de le signaler. Je ne sais pas qui est Virgile, mais Virgile, ta question de la cohérence, elle est fondamentale parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui compte dans les feuilletons mythologiques. Moi, j'ai voulu faire des feuilletons parce que je voulais que vous ayez le suspense, le à suivre, que entre les 2 épisodes, vous ayez le temps d'imaginer ce qui pouvait se passer. Et ça, c'est magnifique. On a le temps, comme dans les séries, quoi. Vous n'allez pas consommer toutes les séries à la suite. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce suspense-là. Et ce qui est difficile, qu'est-ce qui est le plus difficile? Eh bien, c'est justement la cohérence. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé, Virgile, dans ta question, ce mot. Je ne sais pas exactement y répondre. Comment garder la cohérence? Mais je peux te dire que le plus difficile, quand on écrit les feuilletons, c'est pas de découper en 100 épisodes, même si ça, c'est pas si simple non plus, mais c'est de garder la cohérence. Et la cohérence aussi d'un personnage qui va évoluer. Parce qu'il ne peut pas être tout bon ou tout mauvais. Ils grandissent, ils changent, ils mûrissent comme nous. Et donc ça, c'est pas facile. C'est quelque chose d'un peu... Bon, c'est le travail. Mais j'aime bien ce mot, donc on va le garder. Donc, puisqu'on a glissé tout doucement vers les questions sur les livres eux-mêmes, je ne sais pas qui m'a posé cette question, mais quelqu'un m'a demandé si j'avais rajouté des scènes qu'il n'y avait pas dans les livres de base. Alors, qu'est-ce que c'est les livres de base? Est-ce que c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère? Il y a plein d'autres histoires. Les Grecs ont raconté de tas de manières la mythologie grecque. Puis vous savez qu'au début, ils la racontaient à l'oral. Ils la racontaient, quelqu'un l'entendait, la re-racontait différemment. Comme quand vous entendez une histoire et que vous la re-racontez, vous ajoutez une petite touche. Tout le monde a fait ça sur la mythologie. Donc, il n'y a pas un livre de base dans lequel vous auriez tout ce qui est écrit et rien que ça. Donc déjà, chaque personne qui a écrit sur la mythologie grecque a rajouté son petit grain de sel ou son gros grain de sel des fois. Donc globalement, il y a des
des choses qu'on retrouve. Et puis ensuite, il y a des choses, bah oui, bien sûr, qui viennent de moi. Quand ce sont des gros épisodes, je m'en souviens, que c'est moi qui les ai complètement inventés, mais quand ce sont des petites choses, je m'en souviens plus. Qu'est-ce qu'il y a à moi? Qu'est-ce qui a été raconté déjà une fois comme ça? Bon, alors, peut-être que... Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fini le feuilleton d'Ulysse parmi les classes qui sont avec moi? La classe de Béatrice, vous avez fini le feuilleton d'Ulysse? Alors, pour être tout à fait clair, on a étudié Ulysse l'an dernier sur une édition, mais ce n'était pas la vôtre. Et... Ah oui, donc vous n'avez pas fini le feuilleton d'Ulysse. Donc, non, on ne l'a pas fait en feuilleton, mais on a étudié toute l'épopée d'Ulysse, tout le voyage d'Ulysse. D'accord, donc du coup, ça ne correspond pas du tout à ce que j'allais demander. Est-ce que quelqu'un a fini le feuilleton d'Ulysse? Non? Bon. Il y en a qui sont en train de le lire? Ouais. L'école Lescaut, vous en êtes où? Combien? 63, d'accord. Bon. Quand vous allez arriver vers la fin, tout à fait la fin, et je ne vous en dis pas plus, hein, parce que c'est-à-dire à partir du 95e épisode, là, je pense que là, vous pouvez chercher partout dans tout ce qui a été raconté d'Ulysse avant et peut-être vous ne trouverez jamais ça. Voilà. D'ailleurs, à propos du feuilleton d'Ulysse, à l'école de Colleville, vous m'avez demandé combien il y a de personnages en tout dans le feuilleton d'Ulysse. Alors moi qui compte jamais rien, je le sais combien il y a de personnages. Il y en a 54 parce que comme il y avait eu un projet d'adaptation pour faire une série, j'avais réécrit, j'avais raconté le détail de ces 54 personnages. Donc pour une fois qu'on me pose une question chiffrée, je peux répondre. Voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui... L'école Alain Savary, elle est où l'école Alain Savary? Ouais. Les élèves de Luc, vous m'aviez demandé si j'avais envie que ça soit adapté au cinéma ou que ça soit adapté. Bien sûr que moi j'aime bien. En plus, il y a eu beaucoup de projets pour adapter les feuilletons en série, plus qu'au cinéma. Il y a eu un seul projet cinéma. Mais ces projets-là, pour l'instant, ils n'aboutissent pas parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit d'arriver à produire des séries. Mais sur le principe, c'est ça la question intéressante. Vous avez raison que ça serait vraiment bien de faire des séries ou du cinéma, comme la BD d'ailleurs, pourquoi pas. Tout ça, moi, j'ai rien contre d'autres formes d'expression qui reprennent ce principe de feuilleton, bien entendu. Voilà. Alors, dans les questions qui concernent le livre lui-même, à l'école de Lescaut, vous êtes où? Voilà. À l'école de Lescaut, vous m'avez demandé si j'ai hésité à laisser des scènes difficiles, comme la mort de Dolon, la mort d'Hector, le massacre des Troyens. Alors, je vous remercie pour cette question, parce que ça permet de dire des choses qui concernent aussi tous les feuilletons mythologiques. Je n'ai pas hésité à laisser des passages difficiles. Je dirais même l'inverse. La mythologie, si on la raconte comme beaucoup de gens la racontent dans des livres dits pour la jeunesse de manière qu'on appelle édulcorée, c'est-à-dire en enlevant les choses difficiles ou en coupant une forme de violence, alors ce n'est pas la peine de la raconter pour moi. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ce qui nous intéresse dans les histoires mythologiques, justement, c'est que cette violence-là et toutes ces choses difficiles, elles sont racontées à l'extérieur de nous dans des histoires imaginaires. Et ça nous permet d'être face à des choses difficiles sans que ça soit... c'est beaucoup moins violent que de regarder le journal de 20 heures. Et c'est beaucoup plus intéressant peut-être. Donc non, je n'ai pas hésité à les laisser. Par contre, j'ai fait attention à la manière dont je les raconte. Par exemple, le massacre des Troyens, c'est un cauchemar d'Ulysse quand même, à un moment donné aussi. Hein. Donc, je réfléchis à la manière dont je les raconte, mais je pense que c'est important dans le monde dans lequel on vit. Il y a du bien, du mal, de la paix, de la violence, de la douceur, de l'amour, de la haine. Et donc, il y a ça aussi dans les mythes. Donc, voilà. Alors, sur la mythologie, vous m'avez demandé aussi si cette guerre a vraiment existé, si le cheval de Troie a vraiment existé.
Et là, en fait, j'ai envie de vous dire, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Aujourd'hui, les archéologues, dont c'est le métier d'aller chercher des traces, ont trouvé la trace de Troie. Troie, c'est en Turquie. Ils ont même retrouvé la trace des murailles. On sait à peu près qu'il y a eu une guerre. Quand, on sait plus ou moins. Il y a même certains archéologues qui disent avoir trouvé des traces de ce qui pourrait être un cheval. Mais en fait, peu importe. C'est pas vraiment ça la question. Vous imaginez que Homère, s'il a existé, en tout cas l'Iliade et l'Odyssée, sont des textes qui ont été écrits il y a plus de 1200 ans. Et quand c'est écrit, ça raconte une guerre qui aurait eu lieu encore 400 ans avant. Donc, ce n'est pas l'histoire qui nous intéresse. Par contre, ce qui est important, c'est comment cette histoire fabuleuse et merveilleuse fait parler notre imaginaire. Comment ça nous parle à notre imagination. Et donc, moi, je vous avoue que ça ne ça m'empêche pas de dormir de savoir si elle a vraiment existé ou pas. Par contre, que ces histoires et que ce poème de l'Iliade et l'Odyssée, puis ensuite de tous ceux qui ont écrit, re-raconter ces histoires extraordinaires, eh bien, ça existe encore des milliers d'années après. Je trouve ça assez magique. Voilà. En tout cas, la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça a vraiment existé, plus exactement, ça ne me préoccupe pas. Voilà. Par contre, j'ai envie tout simplement de vous dire, oui, c'est vrai, bien sûr que ça existait, puisque c'est écrit dans les livres. Et que donc ça existe dans les livres. Et donc dans votre imagination comme dans la mienne. Donc forcément que c'est vivant. Voilà. Alors l'école des Vikings m'a demandé d'ailleurs et l'école de Colville aussi, si je suis déjà allée à Athènes, si j'ai déjà visité la Grèce. Donc ça va nous faire glisser un tout petit peu aussi vers les questions qui me concernent plus. Oui, je suis beaucoup allée en Grèce. J'aime beaucoup, beaucoup ce pays. Je vous incite, si vous avez l'occasion d'y aller, à y aller. Alors, quelle est la classe déjà qui a un programme qui est en lien avec une école? La classe de Béatrice, bah, c'est justement l'école des Vikings, non? Où est-ce que vous êtes? D'accord. Alors du coup, moi, ce que j'allais dire pour toutes les classes, c'est que tout ce que vous pouvez faire pour avoir des relations avec la Grèce en direct, c'est vraiment une bonne chose. Les Grecs sont un peuple aussi accueillant que ce que vous voyez dans les feuilletons. Ça, c'est pas de la mythologie, ça c'est du réel d'aujourd'hui. Et je vous encourage les uns et les autres, si vous avez la possibilité simplement de correspondre avec une classe d'enfants grecs. Moi, l'année dernière, j'ai mis en relation deux classes d'enfants français avec des classes d'enfants grecs et pour le plus grand plaisir des uns et des autres. Voilà, je pense que c'est très important de découvrir le berceau de l'Olympe. Nous avons, par contre, si je peux rajouter, nous avons déjà correspondu, donc nous avons déjà des échanges par lettres, par visio, et donc dans notre projet, il est prévu de faire des Jeux Olympiques à l'ancienne, à l'antique, sur un terrain qui sera trouvé par une des enseignantes. Et donc, les 4 écoles vont se renseigner, vont se regrouper, parce qu'il y en a une qui est un petit peu plus excentrée, et de façon qu'on puisse reconstituer des jeux à l'ancienne. Donc, ça va être notre parcours sportif aussi durant l'année qui vient. Mais bon, bah, j'espère que la pandémie ne va pas vous empêcher aussi, oui. de mener tout ça à bien. Les Grecs sont très scrupuleux, alors qu'ils sont beaucoup moins touchés que nous. Ils sont très disciplinés et très scrupuleux sur les mesures sanitaires en ce moment. Alors, pour ce qui concerne la Grèce, j'avais juste une question qui m'a été posée aussi, qui rejoint un petit peu sur comment est-ce que je m'y prends, j'allais dire, pour écrire tous ces livres. Donc, moi, j'habite une partie de l'année en Crète. Alors, la Crète, pour ceux qui suivent le feuilleton de Thésée, vous savez que c'est le pays de Minos, mais c'est aussi le pays du labyrinthe. Et puis, pour ceux qui ont fini Artémis, vous savez qu'elle termine en Crète. C'est un endroit... bon, allez, c'est certainement le plus bel endroit du monde, bien que je n'ai pas vu tout le monde. Alors, justement, la question à laquelle j'allais répondre maintenant, c'est qu'est-ce que je fais d'autre qu'écrire dans ma vie? Alors, je fais autre chose qu'écrire parce que je suis aussi éditrice. Ça veut dire que je publie les livres des autres. Je dirige des collections dans lesquelles il y a
des personnages, par exemple des romans sur des grands personnages qui ont dit non. Alors ma collection s'appelle Ceux qui ont dit non. Et puis je publie aussi des poètes. Par exemple, j'ai une collection qui s'appelle Poésie Histoire, dans laquelle vous voyez, il y a des poèmes pour la jeunesse et puis qui sont illustrés à l'intérieur. Donc ça fait aussi partie de mon travail. Et je défends beaucoup le fait que quand on est écrivain, on ne s'occupe pas que de ses propres textes, si on peut. Et en l'occurrence, moi, je prends autant de plaisir à faire découvrir mes textes que ceux des autres. Si vous voulez, d'ailleurs, je vais vous lire un poème. J'ai encore le temps, oui, j'ai le temps, je pense, de faire un épisode et un poème, mais qui s'appelle Ulysse rêvant, parce que comme ça, vous verrez les liens. Alors, Ulysse rêvant. Je ne dors pas à tes côtés. Je glisse dans le sommeil comme une ombre s'allonge sur les draps de la mer. Jambes d'étrave, bras de cordage, mes chants de marin fou rêvant ton môle à chaque escale. Tu ne dors pas à mes côtés. Tu vogues en caravelle sur la peau des étoiles. L'ombre qui te visite provient des mots que tu écris pour un marin perdu. La voie lactée est ton opium. Nous sommes l'un et l'autre en voyage dans un grand lit, toutes voiles ouvertes. Le vent y souffle histoire et poème, tissé de nuit, habillé de lumière, ou son serment d'amour en mer. Là, ça, c'est un poème écrit par Bruno Doucet et illustré par Nathalie Novi. Voilà, je passe une partie de ma vie aussi avec Bruno Doucet à monter une maison d'édition qui porte son nom. Et donc, dans les choses que je fais aussi avec plaisir et qui occupent pas mal mes journées, je vais lire soit mes textes, soit les textes des poètes que je publie. Eh bien, je vais les lire sur des scènes avec des musiciens. Par exemple, le feuilleton d'Ulysse, samedi dernier, j'ai fait une lecture, ce n'était pas la première fois, avec un magnifique violoniste qui s'appelle Pascal Delallée et qui joue avec moi. Le feuilleton d'Artémis, je le lis avec une merveilleuse musicienne harpiste grecque qui s'appelle Elisa Velia. Voilà. Et je pense que la partie d'oralité, c'est-à-dire de lire et dire mes textes et ceux des autres, ça fait partie des choses que j'aime vraiment dans mon métier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a enregistré les feuilletons d'Hermès et d'Artémis. Je les ai enregistrés en audio et il y a un livre CD qui existe. C'est pour cette raison. C'est parce que j'aime faire ça aussi et je crois que c'est important. Donc voilà. Alors, dans les questions plus personnelles, on m'a aussi demandé si j'avais peur qu'on ne s'intéresse pas à mes livres. Ça, c'est une question de Lilia. Ou si j'ai peur que ces livres ne plaisent pas aux enfants, m'a demandé l'école Marcel Pagnol. Il y a Yasmine aussi qui m'a demandé si j'étais fière que vous étudiez mes feuilletons. Je crois qu'il y en avait d'autres de questions là-dessus. Alors, j'aime bien cette question aussi parce que bien sûr qu'on a peur que ça ne plaise pas. Il ne faut pas imaginer que quand on écrit, on est très sûr de soi et on se dit « Oh, c'est trop bien ce que je fais ». Pas du tout. Donc moi, quand un livre paraît, j'ai toujours une grande inquiétude et j'attends que vous l'ayez pris en main et que vous l'ayez adopté et que vous en fassiez ce que vous avez envie d'en faire. À ce moment-là, ce livre-là ne m'appartient plus, il est à vous. Voilà. Mais bien entendu que j'ai peur avant. Voilà. Et donc, bien entendu que comme vous avez l'air d'aimer, eh bien, je suis fière. Alors, je me suis gardé une dernière question pour la fin avant de vous lire un petit passage. C'est que vous me demandez tous si je vais en faire d'autres. Et donc, je ne sais pas. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous répondre oui ou non. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les questions que vous m'avez posées, certains d'entre vous, vous m'avez demandé que je fasse un feuilleton sur Achille ou sur Héraclès. Et ça, c'est fait. Parce que Héraclès, vous le trouvez dans le feuilleton de Thésée, puisque c'est le cousin de Thésée. Donc, j'ai déjà raconté tout Héraclès. Mais je n'avais pas envie de prendre Héraclès comme personnage principal. Parce que je trouve que Héraclès, c'est pas un garçon très malin. Il a une petite cervelle grosse comme un pois chiche. Il tape, il réfléchit après, il a des ennuis dans la vie. Et c'est sûrement pas... Vous savez, quand on passe beaucoup de temps avec un héros, on a envie de l'aimer. Donc, moi, Héraclès, je le trouve pas très malin. C'est Monsieur Muscle. En plus, ceux qui n'ont pas encore lu mon feuilleton de Thésée, vous verrez que s'il n'avait pas avec lui son neveu Iolaos qui lui réfléchit à sa place, il s'en serait pas sorti.
Donc voilà. Et donc pour la suite, je ne sais pas, parce qu'il faut que les choses elles viennent du fond. On ne décide pas en se disant ah tiens sur quoi je vais écrire aujourd'hui. À chaque fois il faut qu'il y ait quelqu'un qui frappe à votre porte. Artémis elle a frappé à ma porte au moment où je m'y attendais pas parce que je pensais que j'en ferais plus. Et puis finalement elle était là, elle avait besoin de me dire qu'il y avait plein d'histoires que j'avais pas racontées, notamment sur les femmes. Montrer aussi un petit caractère, c'est-à-dire de dire on ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est pas parce que je suis une fille qu'on va me faire faire ce que je veux, ou plus exactement ce que je ne veux pas d'ailleurs. Voilà, donc je ne sais pas qui va frapper à la porte la prochaine fois. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, puisque récemment on m'a posé cette question à laquelle je n'avais jamais réfléchi, pour une petite vidéo portrait dans le keepbooking du Salon de Montreuil, on m'a demandé quel était le personnage de mes livres qui était le plus proche de moi. Et j'ai répondu, comme c'était des questions, on ne réfléchissait pas avant, j'ai répondu tout de suite Artémis, parce que je pense qu'elle a un certain nombre de points communs forts avec moi. Plus exactement, c'est moi avec elle, j'en sais rien. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous lire un petit passage de la fin du feuilleton d'Artémis, parce que ce passage-là ne dévoile pas l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais en revanche, il vous en dira peut-être très long, puisque vous m'avez posé des questions personnelles et je n'aurais pas répondu à tout, je n'aurais pas eu le temps. Il vous en dira sûrement très long sur ce que je suis moi. Voilà, si vous l'écoutez bien celui-là. Donc c'est un mélange de... Je vais le lire avec la lecture... C'est un mélange du dernier, de l'avant-dernier et du dernier épisode. Artémis, en fait, retourne en Crète, sur l'île qu'elle aime. À l'approche de la grande île, la déesse ressentait toujours le même plaisir, la même excitation joyeuse. Ici, plus que nulle part ailleurs, les paysages étaient tranchés, vifs, comme découpés au couteau. Les montagnes abruptes hérissaient le sol, les falaises dégringolaient dans la mer, la terre était sèche et caillouteuse, et le vent sifflait aux oreilles. Le bleu turquoise de la mer, le vert profond des pins, l'ocre des coteaux, le blanc du sable, le jaune des millepertuis et le rose des fuchsias se mêlaient au rouge des coquelicots en un feu d'artifice de couleur crue. Même la lumière était plus intense. Elle se laissa envahir par le bouquet d'odeurs qui lui explosait aux narines à chacune de ses venues en Crète. Elle ferma un instant les yeux pour mieux les savourer. Il y avait l'entêtante résine, l'origan poivré, le thym piquant, la figue sucrée dégageant déjà ses arômes d'été. Par-dessus tout, ce parfum iodé de bord de mer. Elle glissa sa langue sur ses lèvres pour recueillir ce goût de sel qui venait de s'y déposer. Elle rouvrit lentement les yeux et se trouva nez à nez avec une petite chevrette qui la regardait avec curiosité, la tête un peu penchée. Artémis éclata de rire. L'écho de son rire se répercuta sur les parois de la montagne où elle venait d'arriver. Surprise, presque émue, la déesse s'aperçut qu'elle venait de rire pour la première fois depuis bien longtemps. Les puissantes beautés de cette terre agissaient sur elle comme un baume apaisant. Elle s'engagea à pas lents sur un étroit sentier qui dévalait la montagne jusqu'à la mer. Bientôt, elle arriva dans un village, blotti dans une crique. Ici vivaient des pêcheurs et leurs familles. Une barque dansait sur les flots. Des filets séchaient au soleil. Quelques coquillages et des étoiles de mer s'y accrochaient encore. Elle aperçut des poulpes en train de sécher, suspendues à une corde, leurs longs tentacules agités par les bourrasques de vent. Pas âme qui vive à cette heure où chacun faisait la sieste. Seul un chat roux et blanc s'approcha d'elle, lentement, se frotta contre ses jambes en guise de salut, puis retourna s'allonger à l'ombre d'un palmier. Celui-ci portait des branches chargées de fruits. Artémis cueillit quelques dattes, heureuse de rencontrer son arbre fétiche, son protecteur, celui qui avait aidé sa mère à les mettre au monde, elle et son frère. Le jus sucré lui coula sur le menton, et elle rit à nouveau, gagnée par la douceur du moment. Dans ce village, Artémis va trouver une amie. Ce soir-là, lorsque la lune se leva, Artémis et Dictina, sa nouvelle amie, plongèrent ensemble dans la mer. Elles nagèrent longtemps, heureuses de cette complicité si naturelle entre elles. Lorsqu'elles sortirent des vagues, une bonne odeur de poisson grillé au feu de bois flottait dans l'air. Les pêcheurs improvisaient une fête sur la plage. L'un d'entre eux empoigna son luth, un autre sa cithare, un troisième porta sa flûte aux lèvres.
Une femme se mit à battre le rythme sur une peau de chèvre tendue comme un tambourin. Alors Dictina se leva et commença à chanter. Sa voix puissante portait en elle la fierté de son peuple, la beauté de son île et la chaleur de l'été. Ici, la musique est air d'hospitalité et de résistance. Et lorsque ses pieds se mirent à danser sur le sable, ils dessinèrent des pas mystérieux et envoûtants, traces de feu et de joie. Soudain, la voix de Chiron retentit aux oreilles d'Artémis. L'homme a 2 pieds, parce qu'en réalité, il a 2 racines. La première s'enfonce profondément dans le sol où il est né. Rien ne peut jamais la déraciner. L'autre se fixe là où il a choisi de vivre. Celle-ci sera plus lente, plus longue à se faufiler dans la terre, mais elle peut s'accrocher à jamais elle aussi. Et il a 2 bras pour les tendre vers les étoiles, qu'il verra partout où il sera tant qu'il sera vivant. La première racine à elle était accrochée sur l'île de Délos. Elle avait planté à jamais sa 2e racine sur les flancs du mont Pélion. Mais ce soir, sur cette plage, à l'ombre de ces montagnes, Artémis savait qu'une 3e racine venait de lui pousser, une racine fichée pour toujours en terre crétoise. Elle se leva lentement et se mit, elle aussi, à danser sous les étoiles. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que, évidemment, j'ai regardé tout ce que vous nous avez envoyé, notamment, il y avait des dessins formidables. J'ai vu le travail que je trouve à la fois varié, magnifique, que vous faites tous. Il y a des émissions de radio qui sont en cours. Il y a certains d'entre vous qui sont en lien avec le Vendée Globe. Il y a une école qui travaille à la médiation culturelle, comme celle préconisée par Serge Boimard, avec les questions philosophiques après chaque débat. Ça, c'est magnifique. Enfin voilà, chacun d'entre vous, tout ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça, d'ailleurs c'est pour ça qu'on était tous ensemble aujourd'hui. J'ai trouvé vraiment que vous aviez un très beau travail. Bon, les conditions font que si on avait été seul avec classe par classe, on aurait eu plus le temps de se parler. Mais bon, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir été bien présent là, bien patient derrière. Je pense que ceux qui voudront qu'on continue d'échanger par message en passant par One, bah, évidemment, vous pouvez le faire. Hein. Je suis sur votre wiki maintenant, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Et puis, bah, bon vent et bonne route et bonne continuation à tous. Il y a un blog aussi. Vous pouvez suivre des nouvelles sur le blog lesfeuilletonsdelamythologie.fr. Et pour les adultes, il y a aussi une page Facebook qui est dite des... Voilà. Bon. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à vous. Au revoir.